Okay, that is way too cute to be on the internet. L'histoire de la famille Smurl a véritablement fait frissonner toute l'Amérique, captivant l'attention des médias nationaux pendant une longue période. Bien que ce dossier Warren soit moins célèbre que celui de la maison de la famille Perron, il demeure pourtant l'un des récits les plus glaçants et les mieux documentés mettant en scène le couple d'enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Ce cas est en effet l'un des plus complets, où une famille entière s'est trouvée aux prises avec des persécutions démoniaques d'une rare intensité. La famille Smurl représentait une famille américaine typique, issue de la classe moyenne, composée de Jack Smurl, un technicien spécialisé en neuropsychiatrie, et sa femme Janet, une femme au foyer dévouée à sa famille, ainsi que leurs deux filles aînées, Dawn et Heather. En 1972, un ouragan dévastateur du nom d'Agnès s'abat sur la région nord de la Pennsylvanie, causant d'importants dégâts qui contraignent la famille à fuir leur domicile situé dans le quartier de Wilkes-Barre. Après cette catastrophe naturelle, les parents de Jack décident d'acheter une maison à West Pittston, une petite ville paisible toujours située en Pennsylvanie, pour la somme modique d'environ 18 000 $. Cette demeure, construite en 1896, est suffisamment spacieuse pour accueillir tout le monde. Les grands-parents s'installent dans la moitié droite, tandis que Jack, Janet et leurs filles prennent possession de la moitié gauche. Tous réunis sous le même toit, ils ressentent un profond soulagement après ces mois éprouvants qui ont suivi l'ouragan, impatients de pouvoir enfin se reconstruire un foyer. Le couple, très croyant et attaché à ses valeurs religieuses, entretient de bonnes relations avec les parents de Jack, ce qui contribue à une atmosphère familiale chaleureuse. Dès leur installation, ils consacrent beaucoup de temps et d'énergie à rénover la maison, s'attaquant notamment à la plomberie, qui était dans un état lamentable, ainsi qu'à la décoration intérieure. Ils investissent toutes leurs économies dans ces travaux, transformant progressivement la maison en un lieu accueillant et confortable, un refuge dans lequel il fait bon vivre. Tout semblait donc indiquer que cette nouvelle étape allait être synonyme de stabilité et de bonheur. Cependant, vous vous en doutez, l'histoire ne pouvait pas s'arrêter sur cette note idyllique. Dès les premières rénovations, la plomberie récemment refaite devient la source d'événements troublants qui annoncent la suite cauchemardesque. La première année dans la maison au 330 Chase Street se déroule sans encombre. La vie est paisible, mais dès janvier 1974, des phénomènes inexplicables commencent à se manifester. Janet rapporte avoir découvert une énorme tache sur le tapis neuf du salon. Une marque apparue du jour au lendemain, alors que personne dans la famille ne se l'explique. Les enfants, Dawn et Heather, jurent n'avoir rien fait. Janet raconte également avoir vu la télévision s'éteindre toute seule, ce qui semble d'abord relever d'un simple dysfonctionnement électrique. Pourtant, ces incidents isolés ne cessent de se multiplier. Les canalisations, pourtant neuves, se bouchent fréquemment, provoquant des fuites répétées qui défient toute logique. La famille essaie d'abord de rationaliser ces problèmes, pensant qu'ils sont liés aux récents travaux, comme l'installation du ballon d'eau chaude et de la baignoire. Mais d'étranges marques apparaissent aussi, comme si un animal sauvage avait griffé les surfaces, incluant même les boiseries fraîchement repeintes. En 1975, Dawn confie avoir vu chaque nuit des silhouettes flottantes dans sa chambre, ce qui commence sérieusement à inquiéter la famille. Malgré tout, Jack conserve un certain scepticisme et refuse de céder à la peur. Ces événements doivent avoir une explication rationnelle, d'autant plus qu'ils ont eu du mal à trouver cette maison qu'ils aiment déjà profondément. L'arrivée des jumelles Shannon et Karine en 1977 marque un tournant dans cette histoire. Les phénomènes s'intensifient. Une odeur nauséabonde envahit régulièrement la maison, que la famille attribue d'abord à un problème d'égout. La pompe à eau se met à fonctionner toute seule, à toute heure du jour ou de la nuit.
Les tiroirs s'ouvrent spontanément. La température chute brusquement dans certaines pièces, tandis que des empreintes mystérieuses apparaissent sur les escaliers menant aux chambres. La radio, bien que débranchée, s'allume sans raison apparente, et une chaise à bascule se balance toute seule, grinçant sinistrement, comme si quelqu'un s'y trouvait assis. Jack lui-même affirme avoir ressenti plusieurs fois la présence d'une main glacée qui le touchait. De l'autre côté du mur, les grands-parents entendent des cris et des jurons violents, comme si une dispute éclatait. Mais Jack et Janet ne perçoivent rien. Les voisins eux-mêmes aussi rapportent avoir entendu des hurlements provenant de la maison, même lorsqu'elle est vide, ce qui est d'autant plus inquiétant. Malgré ces phénomènes, la famille refuse catégoriquement de quitter la maison, cherchant toujours à expliquer rationnellement chaque incident, attachés qu'ils sont à ce foyer qu'ils ont construit avec amour et espoir. Au fil du temps, les manifestations deviennent de plus en plus violentes et effrayantes, plongeant la famille dans une peur grandissante. Ils finissent par croire qu'une force maléfique habite réellement la maison. Jusqu'en 1985, les événements sont perturbants mais relativement modérés, jusqu'au jour où ils prennent une tournure bien plus dangereuse. Heather, alors âgée de 13 ans, supplie pour sa vie. Une nuit, alors que la famille est réunie, le lustre suspendu au plafond s'effondre, tombant à quelques centimètres seulement de Heather, seulement quelques jours après sa première communion. Est-ce un hasard ou un signe ? En février 1985, alors que Janet est seule dans la maison, occupée à faire la lessive au sous-sol, elle entend son prénom être appelé distinctement. 2 jours plus tard, une silhouette noire apparaît dans la cuisine, traversant un mur pour se manifester devant Mary, la grand-mère, de l'autre côté. Une autre nuit, Janet est brutalement tirée hors de son lit par une force invisible, accompagnée d'une odeur de pourriture qui envahit leur chambre. Leur chien, Simon, un berger allemand fidèle, est même projeté contre un mur. Plus tard, Shannon est violemment éjectée de son lit et traînée jusqu'en bas de l'escalier, provoquant une panique extrême. Les voisins, qui apprécient profondément la famille Smurl, s'inquiètent vivement car ils entendent des bruits étranges, des cris et des jurons provenant de la maison, intensifiant le climat d'angoisse ambiant. Bien que de nombreuses personnes tentent de leur apporter un soutien moral et spirituel, rien ne semble changer la situation. La famille, totalement dépassée et terrorisée, se tourne vers l'église pour demander de l'aide, mais celle-ci refuse d'intervenir. Jack déclare même avoir été victime d'une agression sexuelle par un succube, une créature démoniaque, décrite comme une jeune femme au visage atrocement ridé, avec des yeux rouges et des gencives vertes. Désespérée, Janet finit par apprendre l'existence du célèbre couple Warren et décide de les contacter en janvier 1986. Ed et Lorraine arrivent alors, accompagnés de Rosemary Frutch, une infirmière médium, pour commencer une enquête approfondie. Ils interrogent la famille sur leurs pratiques religieuses, leur cohésion et surtout sur toute éventuelle implication dans l'occultisme, la magie noire ou l'utilisation d'une planche Ouija. Les Smurl affirment qu'ils sont profondément croyants et qu'ils n'ont jamais pratiqué ce genre de rituel pouvant invoquer des entités démoniaques. Les Warren et la médium inspectent minutieusement chaque pièce de la maison et identifient une vieille armoire comme étant un point de passage entre le monde des vivants et celui des esprits. Lorraine détecte la présence de 4 esprits distincts. Une dame paisible, une jeune fille violente, un homme ayant beaucoup souffert est mort dans cette maison, ainsi qu'un démon qui utiliserait les 3 autres esprits pour tourmenter la famille. Selon eux, ce démon aurait été présent dans la maison depuis longtemps, probablement en sommeil, et aurait été réveillé par les énergies émotionnelles des filles. Les Warren décident alors de s'appuyer sur la religion pour tenter de repousser cette force maléfique. Prières en groupe, exorcismes répétés
mais rien ne semble véritablement venir à bout du démon. Il provoque même l'entité à 2 reprises, en lui faisant écouter des enregistrements de musique religieuse et de prière. En réaction, le démon manifeste sa colère en secouant violemment un miroir, en dérobant 3 tiroirs, et même en écrivant sur les murs un message. « You 50 bastards, get out of this house. » Vous, les 5 salauds, sortez de cette maison. Grâce à l'eau bénite et aux prières, les Warren parviennent à calmer temporairement les manifestations. Mais la situation dégénère rapidement. Ed Warren lui-même subit des attaques violentes, notamment des étranglements, et tombe gravement malade. De plus, des grognements ressemblant à ceux d'un porc se font entendre dans les murs. Signe, selon les Warren, que le démon gagne en puissance et pourrait bientôt posséder un membre de la famille. Malgré plusieurs requêtes auprès du diocèse catholique de Scranton, aucune aide concrète ne leur est apportée. Les Smurls font alors appel au père McKenna, un prêtre traditionnaliste reconnu pour avoir réalisé plus d'une 50aine d'exorcismes, qui collabore parfois avec les Warren. Ce dernier réalise un rituel ancien qui semble cependant encore plus irriter le démon. Une apparition nommée Abigail se manifeste. Karine tombe gravement malade et Dawn est attaquée par un démon qu'elle parvient à repousser grâce à ses prières. Janet et Mary sont régulièrement couvertes de morsures et de marques sur leurs bras. Malheureusement, malgré plusieurs exorcismes, le démon refuse de quitter la maison et semble au contraire se renforcer, intensifiant les violences. Finalement, le couple Warren conseille aux Smurls de quitter cette demeure maudite, ce qu'ils font à contre-cœur, très attachés qu'ils sont à ce foyer qu'ils avaient tant aimé et construit avec soin. L'histoire prend alors une tournure judiciaire lorsque Jack Smurl engage un procès contre le diocèse catholique, l'accusant d'avoir failli à son devoir en ne protégeant pas sa famille contre cette entité maléfique. Ce procès très médiatisé sera perdu. Il aura au moins eu le mérite de faire connaître la gravité des événements et l'impuissance des institutions face au surnaturel. Aujourd'hui, la maison existe toujours, mais personne ne souhaite l'habiter. Et la famille Smurl, bien que marquée à jamais par ses traumatismes, a réussi à se reconstruire loin de ces horreurs. Pour Ed et Lorraine Warren, cette enquête restera l'une des plus difficiles de leur carrière. Un combat contre une entité maléfique d'une puissance redoutable qui a bouleversé une famille innocente et laissé des cicatrices indélébiles.